Le duel judiciaire apparaît en Europe autour du Xe siècle. Et c'est vraiment une idée qui peut sembler étrange aujourd'hui. En l'occurrence, régler un conflit en se battant, parce qu'on considère que Dieu ne laisserait jamais gagner un menteur. On appelle ça le iudicium Dei, le jugement de Dieu. Et ce n'est pas du tout un truc improvisé entre voisins énervés. C'est une procédure officielle reconnue dans une bonne partie du Saint-Empire et dans plusieurs coutumes du royaume capétien. L'idée derrière ça, c'est que lorsqu'on manque de preuves, qu'il n'y a pas de témoins fiables, eh bien, autant laisser Dieu arbitrer directement en laissant deux hommes s'affronter sous son regard. Pour les autorités locales, l'issue du combat était censée révéler la vérité là où les humains échouaient. Forcément, pour éviter que ça ne parte dans tous les sens, le duel est très encadré. On ne se présente pas n'importe comment. Le seigneur du lieu, le prévôt ou bien le juge émet une convocation officielle. Les deux adversaires prêtent serment sur les évangiles ou sur les reliques, histoire d'affirmer qu'ils défendent réellement une cause juste. On amène aussi des témoins pour vérifier que chacun vient de son plein gré avec un équipement conforme aux règles du coin. Et surtout, on choisit un terrain neutre, bien délimité, où l'autorité seigneuriale vient pour garantir que personne ne triche, que les armes utilisées correspondent aux coutumes locales et que les limites du terrain sont respectées. Ce recours au duel judiciaire touche généralement des affaires lourdes ou bien impossibles à trancher autrement. On y retrouve des accusations de viol sans témoin, des affaires de meurtre, de trahison ou bien encore des litiges de propriété complexes. C'est précisément dans ces situations où les témoignages se contredisent et où les documents manquent, que les autorités estiment nécessaire d'en appeler à l'intervention divine pour départager les deux camps. Mais attention, accepter un duel, ce n'est pas ouvrir la porte à n'importe quoi. Les deux adversaires doivent en principe appartenir à un statut social similaire, parce qu'un combat trop déséquilibré risquerait d'invalider le jugement de Dieu. Et surtout, on ne recourt à cette procédure que s'il n'existe ni preuve écrite, ni témoin jugé fiable. Si l'un des protagonistes est trop âgé, trop faible ou bien souffrant, il peut parfois désigner un champion pour se battre à sa place, là encore, selon les coutumes locales. Quant aux femmes, elles ne combattent pas, sauf dans quelques cas très rares, mentionnés dans certains coutumiers germaniques, qui décrivent même des formes de duel asymétriques. Mais ce sont des exceptions qui doivent être maniées avec prudence, tant elles sont marginales. Une chronique saxonne rapporte un cas survenu en 1098. Deux vassaux allemands se disputent une parcelle de terre, mais aucune preuve écrite ne permet de trancher, et les témoins se contredisent. Le seigneur local finit par ordonner un duel judiciaire. Les deux hommes se présentent alors sur un terrain soigneusement délimité, respectant les armes imposées par la coutume régionale, et se battent jusqu'à ce que l'un s'effondre. Celui qui reste debout est déclaré vainqueur et donc propriétaire légitime de la terre disputée. Pour les contemporains, l'issue du combat ne fait aucun doute, c'est Dieu qui a parlé à travers la victoire du survivant. Quand on imagine un duel médiéval, on visualise spontanément deux chevaliers qui se font face, épée en main, prêts à régler une querelle d'honneur. Pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Les duels médiévaux ne reposent pas uniquement sur la force brute ou l'adresse de leurs participants. Ils étaient aussi encadrés par des usages locaux très précis et même le choix des armes variait fortement selon les régions. On est loin de l'image uniforme que véhicule la culture populaire. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'épée n'était pas la star absolue de ces affrontements. Dans plusieurs régions germaniques, par exemple, on privilégiait des armes bien plus massives, comme par exemple des masses, des gourdins ou encore des bâtons renforcés de métal. Ce sont des armes capables de délivrer des chocs violents, y compris contre une protection relativement simple. L'objectif n'était pas de faire du duel un ballet élégant, c'était un combat où l'impact comptait autant que la technique. Dans certains cas, ces armes pouvaient être associées à un bouclier rond, une protection mobile qui offrait un minimum de sécurité sans alourdir le combattant. D'autres traditions, notamment dans certaines régions françaises, mettaient plutôt en avant l'usage d'épées courtes spécialement pensées pour ce type d'affrontement. Ces armes, bien plus compactes qu'une épée de guerre, étaient conçues pour être maniables dans un espace restreint. Car c'est aussi ça le duel médiéval, un combat souvent confiné où une arme trop longue ou trop lourde devient un handicap. Le choix du matériel répond donc à des contraintes très concrètes, efficacité,
mobilité et capacité à frapper dans un environnement limité. Justement, parlons de ce fameux environnement. Le lieu du duel était préparé de manière très stricte. On utilisait un espace clos, ce que les sources françaises appellent le champ clos. Ailleurs, on retrouvait des aires de combat simplement délimitées, mais la logique restait la même. Contrôler l'affrontement. Barrières, cordes, palissades, tout était mis en place pour empêcher une fuite ou bien des déplacements trop larges. On veillait même, dans certains cas, à niveler le sol ou à le recouvrir de sable, et ce afin de réduire le risque de glissade. L'idée, c'était d'éliminer tout élément susceptible d'avantager injustement l'un des combattants afin de créer un cadre le plus égal possible. Un combat médiéval est donc autant une question de règles et de logistique que de confrontation physique. Les différences régionales apparaissent aussi très nettement dans l'armement. Dans l'espace germanique, on retrouve souvent des armes courtes et massives, des gourdins ou des bâtons ferrés, conçus pour délivrer des coups secs, rapides et rapprochés. Comme on l'a dit en France, les sources mentionnent davantage l'association d'épées courtes avec des petits boucliers ronds, ce qui entraîne un style de combat fondé sur l'agilité, la précision et la gestion du mouvement. Chaque région développe donc ses propres traditions militaires qui influencent directement les gestes, l'équipement et même la manière d'envisager la violence légitime. Certaines descriptions médiévales évoquent par ailleurs des duels allemands du XIIe siècle, où les adversaires s'affrontaient avec un bâton massif tenu à deux mains. Les textes soulignent que ce bâton pouvait être suffisamment large et lourd pour exiger une véritable puissance physique et une maîtrise importante. Le duel se déroulait dans un espace restreint qui empêchait toute prise de distance. Impossible de tourner autour de l'adversaire ou bien de reculer pour souffler. L'efficacité de l'arme dépendait donc autant de la puissance des coups que de l'endurance du combattant. Et on comprend assez vite, à la lecture des descriptions, que les duellistes s'épuisaient rapidement. Manier un bâton de ce gabarit dans un espace serré nécessite un contrôle constant, sous peine de perdre l'équilibre ou l'initiative. Les duels chevaleresques du Moyen-Âge finissant ne relevaient pas directement d'une procédure judiciaire, mais de la culture nobiliaire. Ce n'étaient pas des affaires portées devant un tribunal. On est ici dans un univers où la noblesse règle ses comptes autrement, en fonction de ses propres codes. Ces duels étaient organisés volontairement entre hommes de même rang, et leur objectif n'était pas vraiment de trancher un litige juridique, mais plutôt d'affirmer sa valeur individuelle. Au XVe siècle, la société chevaleresque fonctionne comme un monde où tout est question de réputation. Chaque geste public, chaque parole, chaque démonstration d'habileté ou de courage contribue à sculpter l'image d'un homme. Et cette image, ce n'est pas seulement de l'ego. Elle conditionne les alliances possibles, l'accès aux cours princières, le prestige social et même les opportunités militaires. Un duel devient alors une scène à part entière, un théâtre où l'honneur se joue sous les yeux d'un public, parfois nombreux, avide de voir qui des deux incarne vraiment l'idéal noble. L'affrontement constituait le moteur principal de ces duels volontaires. Une parole jugée insultante, une accusation de lâcheté, un comportement interprété comme une trahison envers un seigneur ou un compagnon d'armes. Tout cela pouvait déclencher un défi formel. Pour un noble, ne pas répondre à une offense, c'était accepter qu'une tâche s'imprime sur son nom. Et dans les mentalités de l'époque, cette tâche n'était pas seulement personnelle, elle risquait de rejaillir sur toute la lignée, présente et future. Le duel apparaissait donc comme le moyen le plus direct et le plus visible de prouver que l'on mérite bien la place que l'on occupe. On défiait pour laver un nom, pour dissiper un soupçon ou pour montrer à ses pairs que l'on possède bien les qualités que la noblesse prétend incarner. Le courage, la fermeté, la loyauté et bien sûr la maîtrise des armes. On est donc dans un système où l'honneur n'est pas abstrait, il conditionne la vie sociale et politique d'un homme et un duel peut en être le révélateur. Lorsqu'un duel était accepté, sa forme dépendait du degré de gravité de l'affront. Le plus spectaculaire et le plus redouté était le duel à outrance, un combat mené jusqu'à incapacité complète ou mort de l'un des combattants. Là, on ne plaisante plus. Les armes employées pouvaient être exactement les mêmes que celles utilisées sur le champ de bataille, et l'armure complète n'était pas rare. Le choc entre les adversaires pouvait être d'une violence extrême,
car il n'y avait pas d'aménagement destiné à limiter les dégâts. On distinguait clairement ce type d'affrontement des formes plus modérées, les duels à plaisance, où l'on utilisait des armes émoussées ou des règles qui limitaient la portée des coups. Ces derniers servaient davantage à prouver l'habileté qu'à causer des blessures graves. Le duel à outrance, lui, signifiait que l'honneur avait été atteint à un niveau tel que seul un combat sans compromis pouvait espérer le restaurer. Un exemple souvent cité de duel chevaleresque se trouve dans les chroniques issues du milieu bourguignon du Hainaut au XVe siècle. Des chroniques qui évoquent justement les exploits de Jacques de Lalaing, chevalier au service du duc de Bourgogne. Lalaing est une figure emblématique de l'idéal chevaleresque. Il parcourt plusieurs cours d'Europe occidentale pour relever des défis d'armes et affronter ceux qui souhaitent mesurer leur valeur à la sienne. Dans l'un de ces affrontements, il accepte de se mesurer à un autre chevalier de haut rang, désireux de comparer sa prouesse avec celle du célèbre bourguignon. Lalaing se présente en armure complète, portant les couleurs de sa maison, et son adversaire suit les mêmes codes. Le duel attire de nombreux spectateurs, preuve que ces combats sont autant des manifestations publiques que des affaires privées d'honneur. Les récits insistent sur la vigueur du combat et la maîtrise des armes. Les adversaires y manient des armes de chevalerie comme la lance, l'épée et parfois la hache d'armes, chacun cherchant à montrer qu'il sait encaisser les coups autant qu'emporter. Lalaing, connu pour sa discipline et son endurance, finit par prendre l'avantage grâce à une série d'actions maîtrisées qui renforcent encore sa réputation. Et l'ambiance n'a rien à voir avec un duel silencieux. Les spectateurs réagissent, les officiers d'armes veillent au respect des règles et chaque échange contribue à façonner l'aura des deux combattants. Ce type de duel, très codifié mais extrêmement physique, reflète parfaitement la manière dont les nobles du XVe siècle conçoivent leur identité. L'honneur chevaleresque du Moyen-Âge ne reposait pas uniquement sur des codes écrits ou sur des serments publics. Il existait aussi tout un ensemble de règles tacites que les sources révèlent de manière fragmentaire, souvent au détour de récits de chroniqueurs comme Froissart. Quand on plonge dans ces textes, on découvre un véritable monde parallèle fait de conventions implicites que tout chevalier digne de ce nom était censé connaître. Ces règles non dites organisaient la manière de défier, de répondre à un défi ou même de faire semblant d'ignorer une provocation, tout simplement parce qu'on ne réagit pas n'importe comment, n'importe quand et surtout pas devant n'importe qui. Dans la société noble, l'honneur n'était pas seulement une valeur abstraite, c'était un système social complexe dans lequel les gestes publics, les silences calculés, les alliés présents et les témoins convoqués déterminaient la réputation d'un chevalier. C'est justement à travers les récits conservés que l'on découvre que de nombreux affrontements n'arrivèrent jamais jusqu'au champ de bataille, précisément parce que ces règles invisibles contribuaient à réguler la violence en contrôlant la légitimité des défis. L'un des aspects marquants de ces codes tacites concerne les défis délibérément ignorés. Un chevalier pouvait choisir de ne pas répondre à une provocation, et ce, si l'adversaire était jugé indigne, trop peu renommé ou animé d'une intention qui risquait d'abaisser l'honneur du défié. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un calcul social. Accepter une demande émanant d'un homme dont la réputation était contestée, d'un aventurier en quête de notoriété ou d'un chevalier récemment déshonoré pouvait être interprété comme l'acte de légitimer cet adversaire. Or, cette légitimité est capitale. En croisant les armes avec quelqu'un, on reconnaît implicitement qu'il est d'un rang comparable au sien. Le silence devenait alors un outil stratégique. En ne répondant pas, le noble protégeait son rang et refusait d'accorder à l'autre la reconnaissance sociale qu'implique un duel d'égal à égal. On retrouve ce type d'ignorance volontaire dans plusieurs récits, où l'on voit des chevaliers tenter d'obtenir une confrontation avec un homme plus renommé, et ce, afin d'utiliser le duel comme tremplin vers un prestige supérieur. Et face à cela, la meilleure défense pour celui qui possède déjà une réputation solide consiste parfois simplement à ne rien dire. Un autre élément essentiel de ces règles discrètes était le jeu psychologique entourant les défis. Les lettres de provocation n'étaient pas de simples convocations, elles étaient soigneusement rédigées, parfois cinglantes, parfois solennelles, et leur diffusion auprès de témoins prestigieux pouvait avoir pour objectif de renforcer la pression sur l'adversaire. Ces lettres pouvaient être lues en public,
transmise par des héros qui incarnent l'autorité de la chevalerie, ou bien remise en main propre dans des conditions symboliques destinées à produire un effet. Le choix des mots n'était jamais innocent. Les insultes étaient parfois subtilement formulées, et ce pour toucher ce que les chevaliers considéraient comme les failles les plus sensibles de l'honneur, la fidélité, la bravoure, ou bien encore la loyauté envers le Seigneur. Faire circuler ces lettres devant la cour ou les compagnons d'armes permettait de transformer une querelle privée en affaire de réputation collective, où refuser de répondre devenait beaucoup plus difficile. C'est une mise en scène assumée, un théâtre social où chaque phrase sert à coincer l'adversaire dans un rôle qu'il n'a pas envie d'endosser. Refuser un duel pouvait exposer le chevalier à une accusation d'infamie. À cette époque, être traité de lâche pouvait ruiner une carrière militaire ou fermer les portes d'un mécénat princier. Pourtant, et c'est là que l'on voit la subtilité du système, le refus n'était pas automatiquement infamant. Effectivement, comme on l'a dit, il existait des justifications reconnues par les pairs. Ainsi, un chevalier pouvait décliner un duel s'il estimait que le défi provenait d'un homme au rang insuffisant, si la demande violait un code local, ou si un devoir militaire ou féodal l'empêchait de quitter son poste. Les héros d'armes et les officiers attachés aux cours princières pouvaient intervenir pour apprécier ces motifs et dire s'ils étaient recevables. Leur rôle était crucial. En entérinant une justification, ils protégeaient symboliquement le refus et limitaient le risque qu'il soit interprété comme une fuite. Mais pour que cela fonctionne, ces justifications devaient être claires, solides et acceptées par l'entourage. Car même avec l'aval d'un héros, la rumeur peut voyager vite. Et une critique malveillante suffit parfois à fragiliser la crédibilité d'un chevalier. Les chroniques de Froissart montrent bien ces mécanismes à l'œuvre. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, notamment en Gascogne, où cohabitent chevaliers anglais, nobles gascons et seigneurs liés tantôt au roi de France, tantôt au roi d'Angleterre. On voit apparaître ainsi des tensions, des rivalités personnelles et des provocations qui dépassent largement le cadre militaire. Froissart évoque des épisodes où des chevaliers anglais en poste dans la région sont publiquement mis en cause par des nobles gascons qui contestent leur conduite ou leur loyauté et cherchent à les provoquer en duel. Dans certains cas, le défi reste sans suite, l'un des protagonistes avançant des raisons de rang, de service ou de contexte politique, et ce pour ne pas s'engager dans un affrontement. Ces refus, commentés par l'entourage, donnent lieu à des jugements contrastés. Certains y voient une prudence légitime, d'autres y lisent un manque de cœur. Dans les villes médiévales, loin des champs de bataille et des tournois chevaleresques, existaient d'autres formes d'affrontements réglés, beaucoup moins connues, des combats opposant bourgeois, artisans et membres de corporations professionnelles. Ces grandes cités de l'espace germanique, de l'Italie du Nord ou des Pays-Bas n'étaient pas seulement des lieux où l'on vendait du drap, de la bière et du cuir. Ce sont aussi des milieux où l'honneur, les rivalités économiques et les enjeux de réputation jouaient un rôle déterminant dans la vie quotidienne. Au sein des guildes et des confréries, l'identité professionnelle était centrale. Elle structurait le statut social, la solidarité interne, mais aussi les jalousies. Et lorsque les tensions montaient entre maîtres d'un autre métier, ces conflits pouvaient déborder des procédures habituelles. Ainsi, certains textes laissent entrevoir des affrontements strictement encadrés, tolérés ou surveillés par la municipalité, ou bien encore par la corporation elle-même, quand tous les autres modes de résolution avaient échoué. Ce sont là des duels urbains réglés, mais ancrés dans une culture citadine très différente de celle de la chevalerie. Les corporations d'artisans géraient un nombre important de règles internes. Le droit de passage dans les rues pour les convois de marchandises, les priorités d'accès aux zones de production, l'usage de l'eau pour les moulins ou les cuves, la maîtrise des savoir-faire, ainsi que la protection des secrets du métier. Rien de tout cela n'était secondaire. Ces règles définissaient l'équilibre économique d'un quartier ou d'un atelier. Il arrivait que deux maîtres ou deux compagnons s'accusent mutuellement d'empiéter sur un droit, de détourner une clientèle ou bien d'enfreindre un privilège accordé par la guilde. Dans ces cas-là, la corporation tentait d'abord de régler le problème par arbitrage interne, en réunissant les maîtres les plus anciens ou les représentants élus. Mais lorsque la médiation échouait et que les deux parties refusaient de céder, certains conseils urbains admettaient que le conflit soit tranché par un affrontement contrôlé,
dont les résultats devaient ensuite être acceptés par les deux camps. On est loin du duel chevaleresque, mais il existe bel et bien une forme de combat rituel qui sert à départager les belligérants quand la justice écrite paraît insuffisante ou trop coûteuse. Ces combats urbains n'avaient rien du faste chevaleresque. Pas de blason, pas de destrier, pas de tribunes remplies de dames en grands habits. Ils obéissaient à des règles municipales ou corporatives, parfois consignées dans des statuts qui limitaient très précisément les conditions du recours à la force. Le choix des armes, par exemple, était restreint à des instruments jugés adaptés à des citadins qui ne sont pas des professionnels de la guerre, comme par exemple des bâtons, de petites armes blanches ou parfois des outils peu dangereux, plutôt que l'armement complet d'un chevalier. La ville pouvait imposer un terrain neutre, une cour publique, un espace clos près de la maison commune et désigner des arbitres pour surveiller le déroulement du combat. Ces arbitres avaient le pouvoir d'interrompre l'affrontement si les règles étaient transgressées. L'objectif n'était pas de laisser la violence s'exprimer librement, encore moins de permettre des vendettas privées, mais de donner un cadre à un affrontement ponctuel dont le résultat, une fois accepté des deux côtés, devait clore le différend. Les maîtres d'armes urbains, présents dans de nombreuses cités de l'espace germanique et de l'Italie du Nord à la fin du Moyen-Âge, jouaient un rôle particulier dans cet encadrement. Ils formaient les citadins aux techniques élémentaires de combat et leur statut était souvent reconnu, parfois même protégé par les autorités locales. Détenteurs d'un savoir technique, ils pouvaient être sollicités pour vérifier que les armes utilisées dans un affrontement répondaient bien aux exigences des règlements ou pour témoigner du respect des gestes autorisés. Certaines écoles d'armes urbaines étaient liées à des confréries d'escrime, comme la confrérie de Saint-Marc, qui obtient à la fin du XVe siècle un monopole impérial sur l'enseignement de certaines techniques. Ces institutions, en se plaçant du côté de la réglementation plutôt que de la violence brute, participaient à canaliser les tensions internes à la ville en les soumettant à l'œil et au jugement de spécialistes reconnus. Les archives des villes hanséatiques, et notamment celle de Lübeck, conservent de nombreux litiges opposant des artisans autour de l'usage de l'eau, de l'accès aux infrastructures ou des privilèges de métier. Ces documents permettent de saisir le climat de rivalité qui pouvait régner au sein de certaines corporations, comme celle des tanneurs par exemple. Dans un dossier du XIVe siècle, on voit par exemple 2 tanneurs de la ville s'accuser réciproquement d'abuser de cuves et de canalisations réservées au travail des peaux, dans un secteur où l'industrie du cuir occupait une place importante dans l'économie urbaine. Le conflit porté devant les autorités de la guilde, puis devant le conseil, donne lieu à des auditions de témoins et à une tentative d'arbitrage. La décision mentionne des amendes, des limitations temporaires de droit d'usage et la confirmation des privilèges de l'un des protagonistes. Même si les textes ne décrivent pas en détail un duel formel entre les deux hommes, ils montrent à quel point les villes marchandes pouvaient recourir à des formes de justice très fermes pour maintenir l'ordre interne au sein des corps de métier, et jusqu'où certains artisans étaient prêts à aller pour défendre leurs droits dans un contexte de concurrence forte. Le duel opposant un homme à une femme appartient à l'un des aspects les plus étonnants et les moins connus de la justice médiévale. On n'est pas ici dans la légende, ni dans l'imagerie fantaisiste inventée par les manuscrits d'escrime tardifs. Plusieurs textes juridiques et quelques récits narratifs issus du monde germanique laissent réellement entrevoir la possibilité, au moins théorique, d'affrontements judiciaires entre hommes et femmes dans des litiges graves. Les chercheurs insistent bien sur le caractère exceptionnel de ces cas. On est loin d'une pratique courante, mais leur présence dans la documentation médiévale montre qu'ils faisaient partie des solutions envisagées lorsque les autres moyens de preuve, comme les témoignages ou les serments, paraissaient insuffisants. Dans plusieurs régions du Saint-Empire, le combat judiciaire restait donc, là encore en théorie, accessible aux femmes lorsque leur honneur, leurs biens ou leurs droits conjugaux étaient directement en jeu. Dans la grande majorité des situations, elles recouraient plutôt à un champion, un homme chargé de combattre pour elles, mais la possibilité qu'elles affrontent elles-mêmes l'adversaire
existait bel et bien. L'idée même choque souvent aujourd'hui, parce qu'elle semble contredire les représentations que l'on se fait du rôle des femmes au Moyen-Âge, mais elle découle en réalité de la logique médiévale. Si la justice de Dieu doit trancher par les armes, alors chacun doit pouvoir défendre sa cause, même si cela passe par des dispositifs très encadrés. Pour rendre ces affrontements au moins partiellement équitables, les juristes et les auteurs de traités d'armes prévoyaient des règles strictes imposant un handicap à l'homme lorsqu'il se battait contre une femme. Les coutumiers et surtout les manuscrits d'escrime du XVe siècle montrent un dispositif très particulier. L'homme se tient dans un fossé creusé dans le sol, parfois jusqu'à la taille, de manière à limiter drastiquement ses déplacements et sa capacité à reculer ou à esquiver. Il est armé d'un bâton ou d'un gourdin, tandis que la femme qui combat en terrain libre manie une arme similaire ou bien un instrument de frappe comparable. Ce n'est pas une fantaisie pittoresque, c'est une tentative méthodique de compenser la différence de force physique entre les deux adversaires. En entravant volontairement l'homme, on donne à la femme une chance de soutenir sa cause, ce qui correspond parfaitement à la logique médiévale selon laquelle un combat judiciaire doit permettre à chacun de démontrer sa bonne foi. Ces duels ne se réduisent pas à des démonstrations techniques, ils portent une forte charge symbolique, car une femme ne s'engage dans une telle procédure qu'en dernier recours, lorsqu'elle estime que son honneur ou celui de sa famille est directement en cause. Les litiges évoqués dans les sources peuvent toucher à des accusations de violence, de comportement déshonorant ou dans certains cas à des affaires où l'on met en cause sa probité ou sa fidélité. Dans une société où la parole féminine n'a pas devant la justice le même poids que celle d'un homme, la possibilité de demander un combat judiciaire constitue un moyen extrême de faire reconnaître publiquement son intégrité. Aux yeux des contemporains, ces affrontements incarnent un moment où une femme affirme sa capacité à défendre l'honneur conjugal ou familial, et ce, dans un cadre juridique qui reste pourtant dominé par des normes masculines. Les images conservées dans plusieurs manuscrits d'escrime germaniques du XVe siècle, comme ceux de Hans Stahlhofer ou le Clonie Fechburg, ont largement contribué à fixer dans les esprits la scène du duel homme-femme. Comme on l'a dit précédemment, on y voit l'homme placé dans une fosse, armé d'un gourdin, face à une femme debout sur le sol, parfois munie d'un instrument de frappe enveloppant une pierre. La précision de ces dessins laisse penser qu'ils s'inspirent de règles ou de récits antérieurs, même si, à l'époque où ces traités sont copiés, le combat judiciaire lui-même est en déclin. Les historiens débattent encore. Ces images décrivent-elles une pratique encore vivante ou bien transmettent-elles des usages plus anciens, conservés par tradition ? Quoi qu'il en soit, elles témoignent d'un modèle très codifié où la fosse, la limitation des mouvements de l'homme et la liberté de déplacement de la femme jouent un rôle central dans la construction d'un affrontement considéré comme équilibré aux yeux du droit. Les sources textuelles mentionnent au moins un cas célèbre qui donne un ancrage concret à ce type de scène. Les auteurs modernes rappellent ainsi un combat judiciaire de 1288 à Berne, au cours duquel une femme aurait vaincu un homme dans un duel organisé selon ce principe d'intervention partielle des forces. Cet épisode est souvent présenté comme l'unique exemple bien attesté d'un duel mené à son terme entre un homme et une femme dans l'Europe médiévale. Même si la documentation reste lacunaire, ce cas, combiné aux représentations iconographiques des siècles suivants, montre que le duel homme-femme n'était pas seulement une curiosité théorique. La position de l'Église médiévale sur le duel judiciaire fut l'une des plus constantes et des plus fermes de tout le Moyen-Âge. Pour les clercs, l'idée même que Dieu puisse se manifester à travers la violence des hommes posait un problème théologique majeur. Dans les écoles du XIIe et du XIIIe siècle, la formation des théologiens reposait justement sur l'étude du discernement divin. Pour eux, il devenait de plus en plus difficile d'accepter qu'un affrontement physique puisse servir de jugement de Dieu. Dieu ne répondait pas à la force, ni au courage, ni à la capacité d'encaisser les coups. Il répondait à la vérité, une vérité qui, selon la doctrine chrétienne, ne se révélait ni dans le sang, ni dans la peur, ni au milieu d'un champ clos.
Les sermons et les commentaires des hommes d'Église insistaient sur ce point. Le duel reposait sur une conception erronée de la justice. Ils prétendaient que Dieu se prononcerait en donnant la victoire à l'innocent, alors que la théologie médiévale rappelait l'importance d'autres moyens de discernement, comme l'enquête, l'aveu ou le témoignage. Cette condamnation ne resta pas théorique, elle fut formulée de manière explicite dans plusieurs conciles majeurs. Au XIIe siècle, le deuxième concile du Latran affirma que les clercs ne devaient participer ni au duel, ni aux épreuves judiciaires de type ordalie. Ceux qui s'y engageaient encouraient des sanctions. Le message était clair, un homme d'église ne devait pas cautionner une procédure fondée sur la violence. D'autres assemblées, comme le concile de Clermont ou les conciles régionaux de la réforme grégorienne, promurent la paix de Dieu et la trêve de Dieu. Ces mouvements visaient à limiter les violences privées et à protéger les plus faibles contre les excès de la noblesse armée. Dans ce climat, le duel judiciaire devenait l'une des formes les plus contestées de la justice seigneuriale, précisément parce qu'il prétendait impliquer Dieu dans un affrontement réglé par la force. Les évêques et les canonistes dénonçaient hautement l'invocation du jugement de Dieu sur un champ clos et rappelaient qu'on ne pouvait pas contraindre Dieu à se prononcer à travers un rituel humain. Pourtant, cette doctrine idéale se heurtait constamment à la réalité des rapports de force du Moyen-Âge. Les clercs vivaient dans un monde où la noblesse considérait son honneur comme un capital personnel à défendre coûte que coûte, quitte à risquer la mort. Pour les seigneurs, le duel restait une manière directe, presque naturelle, de résoudre des litiges redoutés, trahison, droits féodaux ou bien affaires d'héritage. Dans certains contextes, des hommes d'église fermaient les yeux sur ces affrontements lorsqu'ils paraissaient éviter le pire, c'est-à-dire une guerre privée plus longue et plus dévastatrice. Des récits laissent même entendre que des prêtres ou des abbés ont, dans des circonstances particulières, laissé entendre à des nobles qu'un affrontement limité valait mieux qu'un conflit prolongé. Le duel n'était alors plus présenté comme un jugement de Dieu, mais comme un moyen pragmatique de contenir la violence à un face-à-face surveillé. Cela montre à quel point dans la pratique, l'interdit ecclésiastique pouvait être nuancé. Les tensions entre la théorie ecclésiastique et les pratiques nobiliaires ressortent très clairement dans la documentation juridique et narrative de l'Italie du Nord et de l'espace germanique. On retrouve des textes qui martèlent l'interdiction faite aux clercs de participer au duel, tout en décrivant des situations où des litiges se règlent encore par des affrontements codifiés. Dans certains dossiers lombards, par exemple, des querelles autour de revenus ecclésiastiques, notamment les dîmes, opposent des lignages puissants dont les alliances et les rivalités entraînent directement les abbayes et les chapitres cathédraux. Les auteurs médiévaux soulignent souvent le malaise du clergé. Ils doivent défendre les biens de leur institution, mais sans encourager explicitement la violence. Les textes laissent parfois entendre que des compromis sont trouvés. Le clergé accepte que des laïcs s'affrontent selon leurs coutumes, tout en se gardant bien d'apparaître comme les instigateurs du combat. Ce type de situation illustre parfaitement le paradoxe dans lequel se trouvaient les hommes d'église. Théologiquement, ils étaient censés interdire le duel, puisqu'il reposait sur une conception inacceptable du jugement divin, mais socialement, ils vivaient dans un monde où les nobles acceptaient difficilement d'abandonner un instrument de résolution des conflits profondément ancré dans leur tradition. Et il s'agit là sans doute de l'une des contradictions les plus persistantes du Moyen-Âge chrétien. Dans un duel médiéval, la manière de se battre différait profondément de l'escrime de guerre pratiquée sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille, justement, un combattant avance porté par l'élan de sa troupe. Il doit briser une ligne ennemie, couvrir ses camarades, se protéger d'un tir d'arbalète ou d'un cavalier surgissant de biais. Rien de tout cela n'existe dans un duel réglé. Là, les adversaires évoluent dans un espace limité face à un seul homme, et cette configuration transforme radicalement les intentions techniques. L'escrime judiciaire ou l'escrime de duel volontaire repose sur la précision, le contrôle du rythme, la capacité à anticiper, à lire l'adversaire et à exploiter la moindre ouverture. Là où la guerre encourage les coups larges, puissants, parfois désordonnés, le duel, lui, privilégie des gestes courts, économes, destinés à toucher juste sans s'exposer. Les traités d'armes des XIVe et XVe siècles insistent beaucoup sur cette distinction. Un bon combattant médiéval ne doit pas frapper comme à la guerre dans un duel,
car un coup efficace en mêlée peut devenir totalement suicidaire dans un affrontement où chaque erreur est immédiatement punie. Les règles spécifiques au duel imposaient également des restrictions sur certaines attaques, et ces interdits façonnaient à leur tour l'évolution des techniques. Dans plusieurs régions germaniques, par exemple, frapper l'arme ou la main de l'adversaire pour le désarmer était parfaitement licite. C'est même un réflexe central dans certains corpus. En revanche, viser volontairement l'arrière de la tête ou les zones non protégées du visage pouvait, selon le type de duel engagé, être considéré comme une rupture du pacte d'honneur. Dans d'autres contextes, notamment italiens, les maîtres d'armes enseignaient des séquences très codifiées où les coups étaient classés non seulement selon leur efficacité, mais aussi selon qu'ils respectaient la logique du duel. Les preuves de force que l'on retrouve dans certains combats judiciaires en sont un bon exemple. Il s'agissait de frappes destinées à démontrer la fermeté de sa garde, la robustesse de son arme ou encore l'assurance de son geste. Impressionner l'adversaire et rassurer les arbitres tout en vérifiant au passage que l'équipement tenait le choc. Ces contraintes créaient un cadre technique particulier, encourageant certains comportements et en limitant d'autres, même lorsque ces gestes étaient parfaitement acceptés dans un combat de guerre. Les premiers maîtres d'armes dont les œuvres nous sont parvenues ont joué un rôle essentiel dans la formalisation de ces pratiques. En Allemagne, le corpus lié à Johannes Lichtenauer, transmis par ses disciples au XIVe et XVe siècle, insiste sur l'importance de contrôler le centre, de travailler à partir de gardes hautes et surtout de briser le tempo adverse. Pour Lichtenauer, dominer le rythme, c'est dominer l'adversaire. Bien qu'il ne sépare jamais complètement duel, self-défense et combat militaire, plusieurs de ces séquences, notamment les 5 coups maîtres, montrent une attention particulière à la structure d'un affrontement en face à face. En Italie du Nord, Fiore dei Liberi, auteur du Fiore di Battaglia, vers 1409, propose une vision encore plus détaillée du duel à l'épée, à la dague ou à main nue. Ces techniques s'appuient sur des changements d'angle rapides, des clés articulaires, des projections ou bien encore des contre-attaques en interception. On y voit clairement que le duel médiéval ne se limite pas à échanger des coups, il inclut des phases de lutte, de désarmement, de contrôle du corps adverse, ce qui suppose une maîtrise globale du combat rapproché. Cette attention au rythme et au contrôle du temps d'action apparaît aussi dans plusieurs anecdotes liées aux traditions italiennes. Dans un récit tardif concernant un duel en Italie du Nord, mentionné dans un commentaire d'escrime civile, un combattant aurait utilisé un mezzo tempo. Ce temps brisé, qui consiste à frapper pendant que l'adversaire initie son mouvement, avant même que son attaque ne soit pleinement formée. Plutôt que d'attendre que le coup arrive, le duelliste se serait avancé légèrement de biais pour frapper au moment exact où l'autre quittait la stabilité de sa garde. Ce geste correspond parfaitement à ce que décrivent les maîtres italiens, une manière de prendre l'initiative, non pas en attaquant le premier, mais en frappant dans l'action de l'ennemi, au moment précis où celui-ci ne peut ni changer de direction, ni reculer. Même si les sources ne donnent pas de description exhaustive de ce duel, elles illustrent bien la sophistication du combat dans les cités du nord de l'Italie, où l'enseignement des maîtres d'armes influençait directement les techniques utilisées lors des affrontements officiels. Derrière l'image héroïque des duels médiévaux se cachait un univers beaucoup plus trouble, où la victoire pouvait se préparer bien avant l'entrée dans le champ clos. Les chroniques, certains statuts urbains et les remarques de juristes laissent entrevoir un monde où la mise en scène de l'honneur pouvait masquer des stratégies de manipulation bien plus subtiles. Dans de nombreux litiges, on voit émerger la tentation d'agir non pas sur le duel lui-même, mais sur tout ce qui l'entoure, influencer les témoignages, orienter les décisions préalables ou bien encore peser sur le choix des arbitres. Les témoins indispensables à la procédure judiciaire pouvaient devenir des cibles de pression, de menaces, voire de promesses destinées à les amener à confirmer la version d'un des protagonistes. Ainsi, un combattant pouvait déjà renforcer sa position avant même que les armes ne soient tirées. Et les officiers locaux, chargés d'inspecter les armes ou de vérifier la neutralité du terrain, n'étaient pas toujours totalement à l'abri d'influence, surtout lorsqu'un seigneur puissant suivait l'affaire de près. Parmi les manipulations les plus redoutées par les contemporains se trouvait le sabotage des armes. Certes, les règlements prévoyaient une inspection minutieuse des épées, des gantelets, des casques et des écus,
Mais cette vérification dépendait entièrement du sérieux des arbitres et de la confiance entre les adversaires. Des juristes évoquent la possibilité de fraude touchant à la qualité du métal ou à l'intégrité des lames. Certains récits suggèrent même que des combattants ont soupçonné leurs armes d'avoir été affaiblies avant l'épreuve. Une épée qui se rompt au mauvais moment, c'est plus qu'un incident matériel. Cela peut déséquilibrer le combattant, ouvrir une brèche mortelle ou mettre fin au duel dans des conditions totalement défavorables. Les mêmes inquiétudes se retrouvent à propos des protections. Un gantelet mal riveté, un bouclier fragilisé, une pièce d'armure présentant un défaut dissimulé, autant d'éléments qui pouvaient rendre un combattant vulnérable sans qu'il s'en aperçoive immédiatement. Dans un contexte où la confiance dans l'équipement était capitale, la simple possibilité de manipulation suffisait à éveiller le soupçon que le duel ne serait pas entièrement loyal. Les armes n'étaient pas les seules concernées. Le champ clos lui-même pouvait devenir un terrain de jeu pour les manipulations. Les textes normatifs rappellent l'importance absolue d'un terrain neutre. Mais certaines rumeurs rapportées par des auteurs médiévaux laissent entendre que des irrégularités, discrètes mais bien réelles, pouvaient avantager l'un des combattants. Un sol plus meuble, une déclivité subtile, une zone encombrée ou un espace légèrement plus large du côté d'un adversaire, tous ces détails pouvaient influencer l'équilibre, la stabilité du pas ou la capacité de reculer au bon moment. On n'a pas toujours des descriptions techniques très précises, mais les allusions fréquentes à des conditions injustes montrent que les contemporains étaient particulièrement attentifs à ces micro-déséquilibres susceptibles de peser sur le résultat final. Le rôle des seigneurs ajoutait une autre dimension à ces manipulations. Dans plusieurs régions d'Europe, le recours à un champion, c'est-à-dire un combattant remplaçant, était parfaitement admis. Un vassal âgé, affaibli, malade ou tout simplement indispensable à la gestion de son fief pouvait ainsi désigner quelqu'un pour se battre en son nom. Cette pratique, bien attestée dans les combats judiciaires, transformait le duel en affrontement entre spécialistes plutôt qu'entre les parties directement impliquées. Elle ouvrait aussi la porte à une instrumentalisation bien commode. Un seigneur disposant d'hommes entraînés aux armes pouvait choisir un champion redoutable, mettant ainsi son adversaire sous une pression considérable. Le duel, censé représenter l'expression de la responsabilité personnelle, devenait ainsi un espace où l'inégalité de moyens et de préparation pouvait jouer un rôle tout à fait décisif. Certaines fraudes allaient encore plus loin, faisant du duel un outil au service de rivalités économiques ou politiques. Dans certaines villes où les tensions commerciales étaient fréquentes, un duel pouvait être provoqué dans le seul but de placer un adversaire dans une situation ingérable. Refuser le duel exposait à une accusation de lâcheté, mais l'accepter revenait à affronter un homme parfois mieux entraîné, mieux équipé ou bien soutenu par des alliés puissants. Dans les cours princières, des chroniqueurs laissent entendre que des duels ont pu être encouragés ou laissés faire par des seigneurs désireux de réduire les tensions internes ou bien de se débarrasser discrètement d'un rival encombrant, tout en présentant l'affrontement comme une procédure parfaitement légitime. Les traditions juridiques et narratives d'Europe centrale évoquent plusieurs épisodes où les contemporains soupçonnèrent des irrégularités flagrantes. Un récit lié au milieu pragois du XVe siècle mentionne un combat au cours duquel une lame se serait rompue bien trop tôt, au point que certains spectateurs y virent la trace d'un affaiblissement volontaire du métal avant l'épreuve. Le texte ne permet pas de confirmer la fraude, mais il insiste sur les réactions indignées de ceux qui y voyaient un abus manifeste, ainsi que sur l'impossibilité de trancher en l'absence de preuves matérielles. Ces témoignages ne prouvent pas l'existence systématique de duels truqués, mais ils montrent que les médiévaux eux-mêmes savaient que le cadre du champ clos, aussi solennel soit-il, n'était jamais totalement à l'abri de la ruse, de l'influence et parfois de la tricherie. Au-delà du domaine judiciaire ou de la sphère de l'honneur personnel, le duel médiéval pouvait devenir un instrument politique, utilisé par les princes ou les grands seigneurs pour affirmer leur place dans l'échiquier européen. Dans ces cas-là, on n'était plus du tout dans la logique d'une accusation à résoudre ou d'une insulte à laver. Le duel devient un outil de communication, un moyen d'envoyer un message fort. Proposer un affrontement, ou même laisser entendre qu'on est prêt à en livrer un, sert alors à projeter une image de puissance, de courage et de légitimité face à d'autres lignages princiers.
Un défi lancé publiquement, avec tout le cérémonial que cela implique, permet d'affirmer que l'on se considère comme l'égal ou même le supérieur d'un autre souverain et qu'on veut le prouver non par des traités diplomatiques mais par la force des armes. Cette dimension politique du duel, rare mais très significative, en faisait un véritable langage diplomatique. La simple menace d'un combat pouvait peser sur des négociations, soutenir une revendication territoriale ou bien consolider une prétention dynastique. La question du territoire jouait un rôle central dans ces défis princiers. L'Europe médiévale est morcelée en principautés, duchés, royaumes et seigneuries, où les frontières sont poreuses et contestées. Ainsi, un défi pouvait accompagner une revendication sur une ville, un fief ou un droit féodal disputé. En réalité, les princes qui lançaient ce type de menace savaient très bien que le duel n'aurait probablement jamais lieu, mais l'essentiel n'était pas là. Le simple fait d'énoncer qu'on était prêt à défendre une revendication jusqu'au champ clos suffisait à rappeler que cette question territoriale restait vive, qu'elle n'était pas négociable à la légère. Le duel devenait alors une manière codifiée, presque théâtrale, de dire « je suis prêt à aller jusqu'au bout pour défendre mon droit », tout en laissant le champ libre à d'autres solutions diplomatiques, arbitrage, mariage politique ou bien encore des réajustements d'allégeance. Les menaces de duel entre chefs d'État ou princes souverains, bien que rares, apparaissent pourtant dans les sources européennes. Elles ne sont jamais improvisées. Elles passent par des armoiries, des lettres solennelles ou par des héros spécialement envoyés dans une cour étrangère. Leur but n'était pas de former un véritable combat. Aucun prince ne pouvait raisonnablement risquer sa vie sans mettre en péril l'équilibre de son État, mais plutôt de démontrer la détermination à défendre son statut. Cette idée d'un roi, d'un duc ou d'un grand seigneur prêt à affronter personnellement un rival fascinait les chroniqueurs. On y voyait une survivance presque mythique des traditions chevaleresques. Dans la pratique, ces projets de duel se heurtaient toujours aux impératifs politiques. Un souverain ne peut pas mourir d'un coup d'épée pendant que ses ennemis attendent sa chute. C'est souvent ce qui entraînait des solutions alternatives, comme des joutes cérémonielles, où l'on rejoue symboliquement le défi sans en assumer les risques mortels. L'enjeu du prestige international donnait à ces défis une portée considérable. Répondre ou non à une provocation pouvait être interprété comme un signe de force ou de faiblesse, et les cours européennes savaient parfaitement jouer avec cette perception. Les échanges diplomatiques, les discours des ambassadeurs, les commentaires des chroniqueurs, tout était passé au crible. L'engagement d'un prince dans un défi, même purement symbolique, était scruté comme une affirmation de son rang parmi les souverains chrétiens. Le duel devenait alors un outil de communication politique. Il permettait d'afficher non seulement la virilité et la maîtrise personnelle du prince, mais aussi la puissance de son État, la loyauté de ses vassaux et la stabilité de ses alliances. Le prestige rayonnait, rejaillissant sur toute la cour et renforçant la position du souverain dans les négociations internationales. Les relations entre la cour de Bourgogne et certains princes ibériques donnent un exemple particulièrement éclairant de cette utilisation diplomatique du duel. Vers 1400, des échanges virulents entre un duc de Bourgogne et un prince de Castille débouchèrent sur une série de défis formels, transmis par lettres et par héros. Chacun affirmait être prêt à affronter l'autre pour défendre son honneur et ses prétentions politiques. Les chroniqueurs bourguignons évoquent même la possibilité d'un véritable affrontement singulier. Mais les préparatifs qui suivirent aboutirent finalement à des joutes élevées, soigneusement organisées, où les adversaires ne s'affrontaient que par intermédiaires. Ces joutes représentaient une partie du cérémonial, du duel, tout en éliminant les risques mortels. Elles constituaient une solution idéale, préserver les apparences, satisfaire l'honneur, mais éviter les conséquences tragiques qu'aurait entraîné la mort d'un prince. Un compromis parfaitement adapté aux exigences du prestige et de la diplomatie. Le duel médiéval, longtemps considéré comme une procédure de preuve ou comme un moyen légitime de défendre son droit, entra progressivement en déclin à partir du XIVe siècle. Et ce recul ne vient pas d'un événement spectaculaire ou d'une interdiction soudaine. Il s'agit plutôt d'une transformation lente, profonde, presque silencieuse, des pratiques judiciaires et politiques. À mesure que l'administration se renforce, que les tribunaux s'organisent, que les enquêtes se multiplient, l'espace laissé aux affrontements en champ clos se rétrécit. Le duel apparaît alors comme un vestige d'un temps où l'on faisait parler les armes quand les témoins ou les preuves écrites manquaient.
Avec la montée d'une justice plus structurée et surtout plus écrite, les magistrats préfèrent s'appuyer sur des dépositions, des expertises, des actes notariés, plutôt que sur un combat dont l'issue dépend aussi de la condition physique du combattant. Cette montée des procédures écrites transforme la logique même du procès médiéval. On voit apparaître un tout autre paysage judiciaire où les sergents royaux, les notaires et les officiers locaux jouent un rôle essentiel. On enquête, on recueille des témoignages sous serment, on compare les chartes et l'on examine la possession effective d'un bien pour savoir qui dit vrai. Le juge n'a plus besoin de renvoyer les parties au champ clos pour obtenir la vérité. Il dispose désormais d'un ensemble de documents qui permettent d'établir la continuité d'un droit ou de vérifier la solidité d'une accusation. Dans ce cadre, le duel commence à ressembler à une solution archaïque, une procédure adaptée à un monde où les cris étaient rares et où l'on compensait cette absence par la confrontation armée. La centralisation monarchique va jouer un rôle déterminant dans ce déclin. Les rois cherchent à affirmer leur monopole sur la justice et voient donc d'un très mauvais œil toutes les initiatives privées susceptibles de mettre en danger l'ordre public. Un duel, même parfaitement encadré, peut dégénérer. On y meurt, on s'y blesse grièvement. Et ces violences peuvent entraîner des représailles. À partir du XIVe siècle, plusieurs ordonnances royales commencent donc à restreindre sévèrement l'accès au duel judiciaire. On exige des preuves plus solides avant d'autoriser un combat, ou on renvoie les affaires vers des tribunaux mieux équipés pour les traiter. Dans certains territoires, le duel ne peut même plus être envisagé qu'en dernier recours, une fois toutes les autres formes de preuves épuisées, ce qui en limite encore davantage l'usage. Les parlements royaux renforcent cette tendance. En France, par exemple, le Parlement de Paris, qui joue un rôle d'appel, mais aussi de contrôle des décisions locales, devient un acteur essentiel de cette nouvelle jurisprudence hostile au duel. Les magistrats y privilégient les enquêtes, les témoignages écrits, les serments considérés comme beaucoup plus fiables, mais aussi plus compatibles avec la dignité de la justice royale. Les officiers urbains, les notaires et les greffiers participent à cette évolution. Leur travail d'enregistrement systématique et l'importance croissante de l'acte notarié dans la vie sociale et économique encouragent la résolution des litiges par des voies procédurales. Toutes ces mécaniques administratives et judiciaires contribuent à faire du duel une solution marginale, de plus en plus exceptionnelle. L'initiative royale vient d'ailleurs appuyer ce mouvement. En 1350, Jean le Bon promulgue une ordonnance très claire. Désormais, le duel judiciaire ne doit être autorisé que lorsqu'aucune preuve n'est possible. Le texte insiste sur le fait que les combats entraînent des violences inutiles et qu'ils nuisent à la bonne administration de la justice. Cette intervention s'inscrit dans un effort général pour renforcer l'autorité royale sur les procédures judiciaires et pour diminuer les pratiques héritées du Haut Moyen-Âge. L'ordonnance ne supprime pas le duel d'un coup, mais elle marque une étape symbolique importante. L'État entend désormais contrôler strictement cette pratique et dissuader son usage. Pour autant, le duel judiciaire ne disparaît pas du jour au lendemain. On en retrouve encore quelques exemples, parfois spectaculaires, qui témoignent de l'attachement persistant à une idée ancienne de la vérité, celle que la lutte physique, supervisée par Dieu, pouvait départager deux versions contradictoires. Lorsque les duels judiciaires médiévaux disparurent peu à peu du paysage juridique, leur extinction ne mit pas fin à la logique même du duel. En réalité, entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'Europe vit émerger une nouvelle forme d'affrontement, totalement détachée des tribunaux, le duel d'honneur civil. Et là, on n'est plus du tout dans la preuve judiciaire, ni dans la justice de Dieu qui trancherait entre deux versions contradictoires. On entre dans un univers où ce qui prime, c'est la réputation, la maîtrise de l'escrime et la capacité de la noblesse à montrer, ou tout du moins prétendre, qu'elle incarne encore un idéal chevaleresque. Ce passage du duel judiciaire au duel d'honneur s'explique en grande partie par l'évolution rapide de la noblesse européenne. À la Renaissance, beaucoup d'aristocrates passent plus de temps dans les salons, les cours princières et les académies que sur les champs de bataille. Or, cette noblesse-là doit quand même démontrer sa valeur, son rang et sa capacité à se défendre. Elle se tourne donc vers l'escrime, qui devient un art social, un espace où l'on affirme sa discipline, sa maîtrise technique et son sang-froid. Le cadre est beaucoup plus codifié que dans les affrontements médiévaux. On choisit des témoins précis,
On utilise des armes dédiées, comme la rapière par exemple, et l'on respecte des règles tacites que tous les nobles sont censés connaître. Justement, cette rapière, fine et conçue pour la vitesse, n'est pas née d'un hasard. Elle est l'aboutissement d'une évolution longue qui remonte aux traditions d'escrime de la fin du Moyen-Âge, même si elle en transforme profondément l'usage. Dans ce contexte, on assiste à l'apparition des premières écoles d'armes véritablement organisées. Les traditions martiales médiévales restent consultées car elles fixent les principes fondamentaux, gestion de la distance, contrôle de la ligne et importance des gardes. Mais ce sont surtout les maîtres italiens et espagnols du XVIe siècle qui structurent ce nouvel univers du duel d'honneur. Achille Marozzo à Bologne, Camillo Agrippa à Rome ou encore les maîtres de la destresse en Espagne fondent de véritables systèmes civils cohérents adaptés non à la guerre mais à l'affrontement privé entre deux nobles soucieux de leur image. Dans le monde germanique, des confréries d'escrimeurs comme les Max Bruder ou les Federferter, reçoivent même une reconnaissance officielle. Certaines obtiennent un monopole d'enseignement, ce qui atteste l'importance sociale de ces nouvelles institutions. À la Renaissance, l'escrime est devenu un savoir légitime, presque un art académique. C'est aussi à cette époque que s'ouvrent les premières salles d'armes permanentes, où l'on n'apprend pas seulement à manier la rapière, mais aussi à naviguer dans tout le cérémonial du duel. Comment écrire un défi, comment répondre à une provocation, comment choisir des témoins ou fixer un lieu conforme aux usages. Les traités d'escrime publiés entre le début du XVIe et le milieu du XVIIe siècle témoignent de cette ambiance. Ils conservent des traces du Moyen-Âge, on y retrouve l'épée longue, des combinaisons de garde, l'usage de boucliers ronds, mais le tout est réinterprété pour l'escrime civile. Le traité d'Achille Marozzo, publié en 1536, en est un exemple parfait. Il mêle des héritages médiévaux avec des techniques modernes, pensées pour le duel privé plutôt que pour la bataille en armure. On voit là une continuité claire entre tradition chevaleresque et culture aristocratique de la Renaissance. Ces liens se retrouvent aussi dans les codes du duel qui se développent à l'époque moderne. L'Italie conserve un rapport très fort à la culture martiale héritée du Moyen-Âge. L'Espagne construit la destresse comme un véritable système philosophique. La France, elle, formalise peu à peu les usages. Qui peut défier qui? Quelle arme choisir? Comment organiser l'affrontement? Et même lorsque ces codes se veulent modernes, certains manuscrits rappellent la vieille notion de justice de Dieu, non pour la maintenir, mais pour souligner que le duel moderne s'inscrit dans une tradition qu'il prétend dépasser. Les rois, bien sûr, tentent d'interdire ces affrontements privés. En France, Henri IV, puis Louis XIII, condamnent officiellement les duels, craignant qu'ils ne déciment la noblesse et n'affaiblissent l'État. Pour elle, l'honneur individuel prime sur tout. Y renoncer reviendrait à perdre ce qui définit symboliquement sa place dans la société. Les arguments invoqués renvoient souvent à un imaginaire très médiéval, obligation morale de répondre à une provocation, nécessité de préserver la réputation de la famille et conviction que la compétence martiale reste un marqueur essentiel du statut social. Ainsi, même s'ils n'ont plus rien de judiciaire, les duels modernes perpétuent une culture de la confrontation réglée qui plonge ses racines dans le Moyen-Âge. Ils transforment les gestes, les armes et les pratiques, mais conservent la même idée fondamentale qui veut que l'honneur peut se défendre par les armes, mais selon des règles reconnues par ses pairs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.